Donc, bonjour tout le monde et bienvenue au lancement de l'État de l'énergie au Québec pour l'édition 2024. Mon nom, c'est Joanne Whitmore. Je suis chercheuse principale à la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Je suis co-autrice avec Pierre-Olivier Pinault du rapport. Pour ceux qui sont nouveaux, même si ça fait 10 ans, c'est la 10e année en fait qu'on publie ce bilan. C'est un bilan annuel qui rassemble les données les plus récentes et les plus pertinentes du secteur de l'énergie québécois. C'est en fait une référence qui permet de visualiser l'ensemble du système énergétique depuis ses sources d'approvisionnement jusqu'à leur consommation finale dans les secteurs du transport, du bâtiment, de l'industrie. Puis aussi, l'outil nous permet à la fin de comprendre c'est quoi l'efficacité globale du système énergétique, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste comme énergie utile ou comme perte énergétique qui représente depuis plusieurs années à peu près 50% du bilan. On fait aussi une perspective en lien avec les gaz à effet de serre avec notre système énergétique. Puis on offre une perspective aussi sur des indicateurs économiques comme le prix de l'énergie ou les coûts que ça peut représenter aux ménages et à la société. Donc, comme je mentionnais, cette édition souligne le dixième, la 10e version, si on veut, mise à jour de notre bilan. C'est aussi les 10 ans d'existence de la chaire parce que l'État de l'énergie, c'était en fait un des premiers mandats qu'on s'était donné en 2014-2015 dans le but d'augmenter la littératie énergétique au Québec et de démocratiser l'information. En fait, on se rendait compte nous-mêmes comme chercheurs que c'était très difficile d'avoir accès à des informations qui étaient sous forme de synthèse. Donc, on a décidé de le faire nous-mêmes. Puis on se disait que si nous, on a de la difficulté, ça va être encore plus difficile pour d'autres personnes. Donc, c'est ça, c'était comme un peu une volonté de montrer que c'est faisable aux décideurs et c'est le défi qu'on a pris. Puis aussi, on voulait que les gens comprennent que l'énergie, c'est pas juste quelque chose qu'on voit quand on va à la pompe ou bien qu'on allume les lumières. Ça fait aussi partie tout d'un système interconnecté. Donc, autant la demande que les utilisations qu'on fait peuvent avoir des impacts sur la production. Et c'est un peu ça l'originalité, finalement, je pense, de notre rapport, c'est de montrer que tout ça est connecté et qu'il faut le prendre en considération dans les décisions. Ceci dit, il y a quand même beaucoup qui s'est passé depuis 10 ans. C'est assez impressionnant. Quand on avait commencé, on avait des débats à cette époque-là, en 2014-2015, sur les pipelines avec Énergie-S. On avait aussi des projets de production d'hydrocarbures ou des terminaux, par exemple, sur le GNL qui faisaient les manchettes. Aujourd'hui, ça ne fait plus du tout partie des discussions. C'est vraiment plus maintenant au niveau des projets en hydrogène vert, d'autoproduction ou encore des projets pour les grands consommateurs industriels. On était aussi en état de surplus auparavant, ou du moins on le percevait comme étant dans des états de surplus dans le passé. Aujourd'hui, c'est en fait des enjeux de pénurie d'électricité qu'on fait face. Et je pense que l'État de l'énergie est important pour pouvoir montrer toute l'évolution puis une continuité dans tous ces débats-là au fil du temps. Ce qui n'a pas changé, par contre, c'est que pour réaliser la transition énergétique en vue d'atteindre nos objectifs en 2030 ou en 2050, ça va nécessiter des changements profonds dans le système énergétique, depuis la production jusqu'à la consommation. Puis ça exige que tous les acteurs qui vont contribuer en fait à cette transition disposent d'informations objectives, détaillées, transparentes, puis indépendantes du système. Malheureusement, il y a plusieurs données qui sont nécessaires à la réalisation de l'analyse, des analyses qu'on a besoin de faire qui sont souvent inaccessibles ou difficilement accessibles. Par exemple, il n'existe encore aujourd'hui aucun registre ou enquête officielle publique, puis tant fédérale que provinciale, sur l'ensemble des projets des nouvelles filières. Donc, toutes les filières émergentes comme l'hydrogène, les biocarburants, la géothermie, l'énergie solaire, par exemple. C'est très difficile d'avoir cette information-là. Pour l'État de l'énergie, c'est entre autres une valeur ajoutée qu'on a, c'est qu'on va en fait chercher de l'information pour pouvoir colliger des tableaux, par exemple, qui montrent tous les projets existants, entre autres d'hydrogène, de GNR, de biocarburants. Et c'est pas officiel, mais au moins on tente de pouvoir faire un suivi
pour ces nouvelles filières-là. Il faut reconnaître quand même que les limites à l'accès aux données, ça freine l'innovation puis la coordination efficace des actions pour accélérer la transition énergétique. Parce que pour, en fait, comprendre comment on va faire la transition, il faut savoir d'où on part puis où on s'en va. Donc, il faut avoir un portrait, mais aussi, il faut comprendre comment que ça évolue dans le temps. Puis les données, c'est aussi ce qui va permettre essentiellement de faire le suivi pour voir si les mesures qu'on met en place sont efficaces. Puis c'est ce qui assure aussi une certaine imputabilité auprès des gouvernements. Donc, malgré ces obstacles, on continue quand même tous les ans à pouvoir réunir le maximum d'informations pour mieux guider les différents acteurs qui s'intéressent à l'énergie au Québec. La Chaire a bénéficié du soutien du gouvernement du Québec pour la réalisation du rapport. Puis, on a aussi beaucoup de collaboration pour les données avec Statistique Canada, Ressources naturelles Canada, avec l'Office de l'efficacité énergétique, Hydro-Québec, Énergir, puis évidemment, tous les multiples acteurs qu'on approche pour avoir des données, entre autres, sur les nouvelles filières. On remercie aussi évidemment nos précieux partenaires qui soutiennent la Chaire depuis plusieurs années. Donc, on a Boralex, Énergir, Énergie renouvelable Brookfield, Valero, Enbridge, Hydro-Québec, Schneider Electric, WSP et Énergir. Donc, merci évidemment. Sans eux, on ne pourrait pas soutenir toute la recherche qu'on fait avec les étudiants, les multiples étudiants de deuxième cycle qu'on soutient aussi. Donc, pour le lancement de cette édition, on a Dominique Deschênes, qui est sous-ministre adjointe à l'énergie au ministère de l'Économie, l'Innovation et de l'Énergie, qui fera le mot d'ouverture. Ensuite, on va avoir une présentation de Pierre-Olivier, mon collègue, de notre rapport pendant une quarantaine de minutes. Pour les questions, vous pouvez en tout temps les indiquer. En fait, si vous regardez en bas de l'écran, il y a un icône pour les questions-réponses, donc QR. Vous pouvez cliquer sur ça puis nous envoyer vos questions, puis on va les répondre soit à la fin ou moi, je répondrai pendant la présentation. Puis, juste pour... Normalement, tout est en ligne. Là, on a déjà tout le rapport en ligne. On a une page pour le rapport. Vous allez sur la page d'accueil de la Chaire et vous cliquez sur la bannière ou dedans « Publication ». On va aussi avoir le PowerPoint puis l'enregistrement qui va être disponible, mais on a malheureusement quelques bugs techniques avec le serveur, ce qui fait en sorte que la page, elle est très lente en ce moment, mais soyez assurés que tout sera disponible sous peu. Donc, sur ça, Dominique, je vous cède la parole. Bonjour à tous. Merci, Joanne. Salutations particulièrement à Joanne Whitmore et Pierre-Olivier Pinault qui sont avec nous aujourd'hui et bien sûr à tous les gens en ligne. Déjà 10 ans, j'en reviens pas moi-même. J'ai participé dès le début à initier ces travaux-là avec la Chaire. Rappelons-nous qu'on manque encore de données puis on trouve que c'est pas suffisant tout ce qu'on a, mais il y a 10 ans, on n'avait pas la qualité de ces rapports-là, on n'avait pas ces données-là. Donc, je pense qu'on a quand même réussi, on exclut la personne qui parle, mais le HEC a réussi à faire des travaux colossaux qui sont vraiment extrêmement pertinents pour tout le monde du domaine énergie, pour l'ensemble des Québécois. Donc, une belle initiative que nous avons eue. Je suis vraiment extrêmement satisfaite et heureuse de la qualité des rapports produits. C'est une référence au Québec. Je pense que beaucoup de gens l'utilisent. C'est pas pour rien qu'on le fait. Donc, je remercie encore l'équipe du HEC pour ce travail colossal-là et ces années de rapports avec des informations si riches. Ça me fait plaisir aussi, je trouve, avec ces rapports-là puis ce webinaire sur le rapport sur l'état de l'énergie, qu'on joigne un peu le milieu académique et le milieu des affaires. Ça me paraît essentiel. Puis, on voit que la participation en ligne est très populaire. Donc, ça démontre, là, je ne sais pas quelle est la croissance de la participation avec les années, mais je sens qu'il y a un engouement qui se poursuit. Peut-être quelques mots là, de la part du ministère ici, au ministère Économie, Innovation et Énergie. D'ailleurs, le ministre Fitzgibbon aurait aimé être parmi vous, mais malheureusement, il ne pouvait pas le faire. Je tente de chausser ses souliers qui sont très difficiles à chausser pour vous faire le mot d'ouverture, mais ce n'est pas moi qui va avoir l'important aujourd'hui de la présentation, c'est bien sûr Pierre-Olivier. Donc, peut-être juste mentionner là, que, comme vous savez tous, là, pour réussir la transition énergétique,
pour demeurer un leader en énergie renouvelable, il faut bien savoir d'où on part, où on est, donc se mesurer, connaître, avoir des étalons, ce qu'on fait ici avec le rapport. On doit, pour réussir la carboneutralité, axer nos interventions sur la transition énergétique et bien choisir les actions qu'on va prendre. Surtout ce qu'on voit avec le rapport qui se répète quand même constamment, mais on espère un jour avoir des gains plus grands. Il faut utiliser de manière plus judicieuse l'électricité disponible, et pas juste l'électricité, l'énergie au sens large. Mieux gérer la pointe de consommation électrique, consommer moins d'énergie globalement. Le rapport le démontre vraiment. Là, on peut grandement s'améliorer. Ce ne serait pas difficile de faire mieux. Donc, mais bien sûr, ce ne sera pas suffisant. Il va quand même falloir développer des énergies propres. Je rappelle qu'on consomme encore 50% environ de combustibles fossiles au Québec. Donc, ça nous semble essentiel quand même d'aller vers la production d'énergie renouvelable, l'électricité, les bioénergies, mais aussi gaz naturel renouvelable en complément, l'hydrogène. Mais chaque énergie a sa place et il faut bien choisir où elle est utilisée, à quel moment et tout. Donc, on veut structurer les filières de la transition énergétique. Vous savez qu'on travaille sur un projet de loi ambitieux pour moderniser l'encadrement légal et réglementaire du secteur énergétique. L'objectif de la réforme, c'est notamment de rendre le secteur d'énergie plus flexible, s'adapter au contexte actuel qui a nettement évolué dans les dernières décennies, qui va nettement évoluer encore dans les prochaines. Les consultations qu'on a faites ont identifié notamment un besoin de développer un plan de gestion intégré des ressources énergétiques. Donc, on souhaite se doter d'une vision transparente avec un plan de gestion intégré des ressources énergétiques long terme. Donc, avoir une vision claire, plus de prévisibilité vers où on va aller au Québec pour atteindre la carboneutralité, tout en ayant un point de départ qui est la situation d'aujourd'hui. Tous les pays sont engagés dans une course aux énergies propres, à la carboneutralité. Beaucoup en ont fait État qui souhaitaient l'atteindre. Donc, c'est un grand défi. On y travaille activement, mais c'est quand même complexe, le domaine de l'énergie, comme vous le savez. Donc, pour nous permettre de relever ensemble le défi de la transition énergétique tout en créant de la richesse pour le Québec, on doit avoir accès à des données factuelles, on doit se mesurer, on doit s'adapter. Donc, je n'irai pas plus loin, mais merci grandement encore au HEC, à tous les acteurs qui ont contribué à la rédaction de ce rapport, à mon équipe aussi qui a participé. Puis, je vous souhaite une bonne présentation à tous. Je cède la parole à Pierre-Olivier. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dominique, pour ces mots très encourageants et très gentils à notre égard. Donc, merci beaucoup au ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie et au ministère de l'environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs qui nous ont tous les deux accompagnés dans la création du rapport. Je vais partager mon écran à ce stade-ci pour commencer la présentation. Il y a déjà des mots de remerciement qui ont été faits, donc vous les voyez, je ne vais pas les refaire, mais c'est vraiment un travail collaboratif, même si Johan et moi-même rassemblons tout ça. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués et on remercie tout le monde. Ma présentation va présenter un extrait de l'état de l'énergie au Québec. Comme Johan l'a mentionné, le document est disponible en ligne, mais on a des problèmes de serveur. Moi, quand je suis arrivé dans mon bureau, en plus, il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas de lumière. Donc, j'ai eu 2 problèmes techniques. J'espère qu'il n'y en aura pas un autre aujourd'hui, mais tout a l'air bien parti. Donc, comme je disais, je vais présenter certains éléments. Il y a beaucoup de choses beaucoup de choses à dire sur l'état de l'énergie au Québec. Donc, il y a certaines diapositives sur lesquelles je vais aller plus rapidement parce que c'est impossible de tout dire et surtout si on veut se garder une période de questions à la fin. La rétrospective de 2023, quelques faits saillants et encore une fois, je ne vais pas pouvoir tous les commenter. Ces faits saillants-là, nous, on en a choisi quelques-uns. Par exemple, la loi qui plafonnait le tarif d'électricité et qui donnait au ministère l'autorité d'accepter ou de refuser des projets de 5 mégawatts et plus. On va revenir sur ces projets-là parce qu'il y a eu en novembre, et comme vous le voyez là dans ces faits saillants, une première ronde d'attribution de blocs d'énergie
pour près de 1000 mégawatts. Évidemment, en 2023, Sophie Brochu a quitté Hydro-Québec, Michael Sebia est arrivé, donc un changement à la direction de notre navire amiral d'électricité. Il y a eu les consultations sur l'avenir énergétique du Québec que Dominique Deschênes a mentionnées. Et ces consultations-là n'ont pas encore abouti à la nouvelle loi qu'on espérait peut-être pour l'automne et qu'on va avoir maintenant à l'automne 2023, qu'on va avoir, on le souhaite, au printemps 2024. Donc, une année bien remplie l'année passée, cette année risque d'être aussi assez bien remplie. Mais retournons sur le bilan énergétique du Québec. Que s'est-il passé depuis 20 ans? On le met à jour, la tendance est très claire. Là, on réussit à générer de la richesse. Comme vous le voyez, le PIB, avec un rebond, continue d'augmenter, un rebond après la chute en 2020 liée à la COVID. Et la consommation d'énergie n'a pas eu le même rebond. Il y a eu un rebond dans la consommation d'énergie, mais pas tout à fait aussi grand, ce qui en fait a permis à la productivité énergétique de l'économie d'augmenter, puisqu'on a utilisé moins d'énergie en réussissant à faire augmenter notre PIB. Donc c'est peut-être là-dessus que je vais attirer l'attention sur cette diapositive, c'est que peut-être qu'on n'a pas besoin d'autant d'énergie qu'on utilise, puisqu'on le voit durant la pandémie, notre PIB a chuté moins que la quantité d'énergie utilisée. Et après la pandémie, eh bien, le rebond du PIB a été plus grand que le rebond de la consommation d'énergie. Donc, c'est peut-être une leçon à tirer de ces remous qu'il y a eu dans le PIB et l'énergie. C'est que peut-être que, une fois de plus, on fait le constat qu'on utilise plus d'énergie que nécessaire pour avoir un niveau de vie intéressant. Un deuxième constat, quand on regarde ces tendances des 20 dernières années, oui, il y a une baisse des gaz à effet de serre en énergie. Et donc là, c'est là où on a le chiffre le plus négatif en rouge ici que vous voyez. Donc c'est une baisse notable. Elle est inférieure à ce qu'on visait, soit 20% de réduction en 2020. Et on vise, je vous le répète, 37,5% de réduction pour 2030. Donc on est loin du compte encore, mais il y a une baisse. Par contre, dans les gaz à effet de serre non énergétiques, eh bien là, il y a eu une légère hausse, ce qui montre que, d'une part, on n'arrive pas à réduire notre consommation d'énergie suffisamment au niveau des gaz à effet de serre, mais que dans les gaz à effet de serre non énergétiques, c'est-à-dire ceux des procédés industriels, ceux de l'agriculture et ceux des déchets, eh bien, nous ne parvenons pas à réduire ces gaz à effet de serre. Donc, d'un point de vue climatique, évidemment, c'est embêtant. Donc ça, c'était pour la rétrospective des 20 dernières années, cette espèce de bilan énergétique. Si on fait la photo de 2021, on aurait préféré vous faire la photo de 2022 ou de 2023, mais comme Johan l'a dit, les données énergétiques ne sont pas toutes faciles d'accès et en plus de pas toutes être faciles d'accès, il y a des délais assez incroyables avant qu'elles soient rendues disponibles. Donc, on ne peut faire la photo aujourd'hui que celle de 2021. 2022, les données viennent à peine d'être publiées, certaines d'entre elles sur le site de Statistique Canada. Donc, le constat qu'on fait en fait depuis 10 ans, comme on le voit, le pétrole est extrêmement important, reste important. Avec la pandémie, il y a une légère baisse de la consommation de pétrole, légère, significative, importante, mais qui laisse quand même une très grande place au pétrole, qui fait en sorte que, en termes de pétajoules, ici, c'est inférieur à la production d'électricité dans ce qui est basé sur l'hydroélectricité. Donc, on a l'hydro et le pétrole qui sont nos deux piliers énergétiques, le gaz naturel qui est encore important comme on le voit, surtout on le voit pour la consommation industrielle, parce que après l'hydroélectricité, c'est le gaz naturel qui est la source d'énergie la plus importante pour l'industrie. On parle beaucoup de gaz naturel renouvelable et d'hydrogène, donc on les met de l'avant ici sur ce graphique, mais vous le voyez, c'est en termes énergétiques, ce sont des très petites sources aujourd'hui dans notre bilan. Il faut les faire grandir, mais évidemment pas forcément à n'importe quel prix. Il faut bien planifier ce genre de croissance et on va revenir un peu sur le gaz naturel renouvelable. Le chemin de la croissance du gaz naturel renouvelable n'est pas facile.
Ça a été mentionné, mais on a encore d'énormes pertes dans nos systèmes énergétiques. En particulier, du point de vue industriel, toute cette chaleur-là pourrait être réutilisée si on valorisait davantage les rejets thermiques, si on pensait davantage en termes de réseau de chaleur. C'est important de planifier davantage de symbiose industrielle. On a au niveau de l'industrie et de ces rejets thermiques tout un travail à faire qui pourrait, par exemple, permettre de chauffer des bâtiments, chauffer des serres, sans avoir à utiliser de l'énergie qui vienne du réseau électrique ou du réseau de gaz naturel. Donc, on a encore des améliorations. Ce portrait-là, il est dynamique, mais pas très dynamique. C'est grosso modo le même graphique qu'on montre depuis 10 ans. Il y a 10 ans, on voyait encore la production d'énergie nucléaire de Gentilly sur le graphique. Ça a évidemment disparu. Depuis 2012, on n'a plus de production nucléaire au Québec. Mais on en reparle, ça revient dans l'actualité. Alors peut-être que d'ici quelques années, ceci dit probablement pas dans les 10 ou 15 prochaines années, on n'aura pas ce changement-là. Le pétrole, toujours important, c'est un graphique qui nous montre ici les provenances des sources du pétrole qui passent au Québec. Essentiellement, il y en a une grande partie qui est raffinée. En fait, depuis que l'inversion du pipeline de Enbridge et qui nous amène du pétrole canadien et américain aux raffineries canadiennes, québécoises, pardon, eh bien, c'est le pétrole qui arrive au Québec et raffiné au Québec. Mais auparavant, et c'est pour ça que vous voyez dans les années, au début des années 2000, on avait pas mal plus de pétrole qui passait, qui arrivait au Québec. C'est parce que dans les approvisionnements québécois, une partie était réexportée, notamment vers l'Ontario, parce que justement le pipeline de Enbridge amenait du pétrole arrivant au Québec vers des raffineries de l'Ontario, alors que maintenant, eh bien, c'est l'inverse qui se passe. C'est du pétrole provenant de l'Ouest canadien et des États-Unis qui arrive par le pipeline de Enbridge. Il y a aussi encore des arrivages par bateau qui se font un petit peu pour la raffinerie de Valero. En termes de gaz naturel, les approvisionnements depuis quelques années se font essentiellement du sud de l'Ontario, du sud-ouest de l'Ontario, avec des approvisionnements qui viennent donc des États-Unis, passent par le sud de l'Ontario et remontent au Québec. Il y en a encore une partie qui arrive de l'Ouest canadien directement par le pipeline de TC Énergie, TransCanada, ce gazoduc dont une partie aurait pu être convertie en oléoduc si le projet Énergie-S s'était fait. Donc là, en fait, on a ce gazoduc qui est utilisé sous sa capacité, mais qui amène encore un certain pourcentage du gaz naturel en Ontario et au Québec. Les pourcentages que vous voyez ici, c'est du Québec. Vous voyez qu'on a quand même une production de gaz naturel renouvelable au Québec, mais il y en a une grande partie, comme je vais le dire un peu plus tard, qui qui est réexporté et on a en fait des échanges d'exportation de gaz naturel renouvelable québécois vers les États-Unis et de l'importation de gaz naturel renouvelable d'ailleurs vers le Québec pour satisfaire les cibles de gaz de sources renouvelables, parce que c'est maintenant comme ça qu'il faut appeler cette famille de différents gaz de sources renouvelables qui peuvent être injectés dans le réseau d'énergie. On visait en 2023 2%, on n'était pas tout à fait à 2% en 2023, mais ça a été atteint ce 2% sur le point d'être atteint ou c'est atteint en 2024. Et on vise 10% dans le réseau en 2030, donc des grands changements et une grosse croissance à prévoir pour les gaz de sources renouvelables, dont évidemment le GNR. Dans ces sources de gaz naturel renouvelables, il y a différents projets, des projets municipaux, des projets agricoles, des projets qui viennent de sites d'enfouissement. On voit que depuis l'année dernière, on a des augmentations dans ce qui est envisagé. En fait, en 2023, il n'y a pas eu vraiment de grandes différences dans les quantités produites au Québec. Il y a même plutôt un léger tassement de la production de gaz naturel renouvelable. Par contre, dans le municipal, dans ce qui est envisagé, il y a une décroissance. L'année dernière, on envisageait davantage de production de gaz naturel renouvelable dans le municipal. C'est un enjeu parce qu'on n'arrive pas à générer ce gaz naturel renouvelable dans les municipalités. Je vous le rappelle, c'est la matière organique, les bacs bruns collectés dans les municipalités qui
pourrait se retrouver davantage dans des biométhaniseurs pour générer du biogaz qui peut après être purifié pour en faire du gaz naturel renouvelable. Donc, on a beaucoup de projets à venir. Surtout du côté industriel, du côté municipal, c'est lent, c'est pénible. Et en 2023, il y a eu des projets qui ont été annulés, ce qui est évidemment pas la bonne voie à suivre. On a des projets qui ont vu le jour, notamment en production de gaz de synthèse et de gaz naturel synthétique. Le projet de TES Canada vise à produire du méthane, le CH4, la principale composante du gaz naturel, à partir d'hydrogène et de CO2. Vous combinez les deux, vous avez du CH4. Ça coûte beaucoup plus cher, mais ça peut être une source de production. En électricité, pour faire le tour de notre production, en 2023, il n'y a pas eu de changement important. On produit au Québec un peu plus que 200 TWh d'électricité. Évidemment, ça dépasse la production d'Hydro-Québec. C'est aussi la production de l'industrie privée, des industries comme Rio Tinto et d'autres industries, notamment du côté des papetières, qui ont leur propre barrage hydroélectrique. Donc, ça correspond à 10% de la production québécoise. Vous avez l'énergie éolienne qui aujourd'hui représente 5% de la production québécoise. Et il y a aussi les importations des chutes Churchill au Labrador qui représentent 30 TWh, donc environ 15% de la production québécoise. Donc, ça nous fait un système électrique, on l'a déjà dit, entièrement décarboné. C'est entièrement, sauf pour la petite portion de diesel qui est encore utilisée dans les points rouges que vous voyez sur cette carte ici, dans le Grand Nord québécois, mais surtout en fait aux îles de la Madeleine, qui est la principale centrale thermique aux produits pétroliers dans le parc d'Hydro-Québec. Donc ces points rouges, évidemment, ils vont devoir être amenés à disparaître au fil des ans, mais ça représente vraiment une goutte d'eau dans notre océan d'électricité renouvelable que nous avons au Québec. On a un océan, si vous comparez à d'autres régions sur Terre, ce 200 TWh pour 9 millions maintenant de Québécois, c'est énorme. Mais on veut en ajouter davantage. Le plan d'action 2035 d'Hydro-Québec vise à ajouter d'ici 2035 15 000 mégawatts de puissance supplémentaire pour produire 40 TWh de plus, tout en économisant 20 TWh à travers des initiatives et des actions d'efficacité énergétique. C'est gigantesque, ça c'est dans les 10 ans à venir. C'est un chantier majeur qui va demander des investissements majeurs sur lequel il va falloir évidemment beaucoup réfléchir et parce qu'on doit se poser la question comment justement ajouter toute cette énergie-là de la manière optimale. Il y a beaucoup d'éléments de réponse, mais il y a encore des incertitudes. Et quant à moi, la principale question, c'est comment est-ce qu'on va réussir à aller chercher ces 20 TWh et même peut-être plus, parce qu'il y a un potentiel plus grand que ces 20 TWh. Quels moyens est-ce qu'on va mettre en œuvre? Est-ce qu'on sera au Québec capable de se mobiliser collectivement, les entreprises, les citoyens, le gouvernement, pour aller chercher ce potentiel phénoménal d'efficacité énergétique qui pourrait nous éviter bien des troubles en termes d'accroissement de la production et en termes de coûts financiers qui vont être énormes. Le gouvernement a déjà commencé à attribuer des blocs d'énergie. Je vous en ai glissé un mot, mais on a près de 1000 mégawatts de capacité qui ont été attribués à différentes compagnies. Et donc, on a fait un travail d'estimation dans l'état de l'énergie au Québec pour savoir, grosso modo, comment étaient attribués ces blocs d'énergie. Puisque les noms sont publics, mais la quantité totale est publique, mais on s'est amusé à trouver un petit peu plus qui va en bénéficier. Et donc là, vous voyez que c'est la filière des batteries qui va être un des très gros bénéficiaires de ce 1000 mégawatts et la filière de l'hydrogène aussi pour deux grands projets, ceux de Greenfield Global et de TES Canada, qui ont reçu donc certains blocs d'énergie comme vous pouvez le constater ici. Notre système québécois, on a intérêt à mieux le connaître. Dominique Deschênes a parlé à juste titre des gestions de pointe et de la pointe au Québec. Ce que ce graphique ici montre, c'est mensuellement la pointe du Québec au niveau de la consommation
québécoise, donc pour les besoins québécois, et pour le réseau sur le réseau de transport. Donc évidemment, la pointe sur le réseau de transport, elle est toujours, mois par mois, plus élevée que la pointe que vous voyez en gris ici, la ligne max des besoins québécois, parce que sur le réseau de transport, il y a des exportations qui ont lieu et il y a aussi des pertes. Pour répondre aux besoins, il faut livrer l'électricité et sur les réseaux de transport et de distribution, il y a des pertes. Alors, la différence entre le rouge que vous voyez et le besoin maximal québécois, c'est la combinaison des exportations et des pertes qui se trouvent là. Ce que je veux mettre de l'avant ici, c'est bien souligner, comme on le sait, que l'été, les besoins en puissance sont beaucoup moins importants. Donc, vous avez les besoins moyens qui sont autour de 17 000 mégawatts durant le printemps, l'été et l'automne. Par contre, à l'hiver, ces besoins moyens autour de 17 000 mégawatts, ils passent à 25-30 000 mégawatts. Donc, une très grosse hausse avec, évidemment, c'est les besoins moyens, mais à la pointe de la pointe, vous avez jusqu'à en 2022 ici des besoins maximum qui ont atteint 38 000 mégawatts, 38 600. Mais paradoxalement, le mois où on a eu la plus grande amplitude de variation, la plus grande variation entre le besoin le plus petit et le besoin le plus grand, c'est au mois de novembre. Et c'est en mois de novembre où on a eu une amplitude du plus petit et du plus grand besoin de l'ordre de 17 000, près de 18 000 mégawatts de différence. Et ça, évidemment, c'est la flexibilité du parc d'Hydro-Québec qui permet de répondre à ces changements immenses d'appels de puissance dans le réseau électrique. Et ça vient souligner cette flexibilité qu'on a aujourd'hui, bien, ça vient surtout souligner le fait que quand on va développer notre réseau, il faut garder cette flexibilité-là et que malheureusement, avec l'éolien, on n'aura plus cette flexibilité d'augmenter et diminuer la production pour répondre aux besoins des Québécois. Donc, la flexibilité devra venir d'ailleurs. Et cet ailleurs, ça sera en partie une plus grande flexibilité dans notre propre consommation. C'est ce que des initiatives comme ILO ou la tarification dynamique que Hydro-Québec déploie permet d'aller chercher. Mais on sait, ILO, la tarification dynamique n'est pas encore très adoptée par la population québécoise et les entreprises. Donc, il y a vraiment du travail à faire à ce niveau-là. Au niveau du travail à faire, c'est important de se rendre compte que cette grande amplitude ici qu'on voit en novembre, ici 2022, mais aussi durant tous les mois d'hiver, elle est liée au chauffage résidentiel. Simplement, le chauffage résidentiel, c'est un appel de puissance à la pointe de près de 15 000 mégawatts. Juste pour le chauffage résidentiel, vous avez 15 000 mégawatts. C'est énorme. Et ce 15 000 mégawatts d'appel de puissance, ça amène une consommation dans le secteur résidentiel qui est la plus importante consommation d'énergie électrique au Québec. Quand on sait qu'on a un interfinancement entre les consommateurs commerciaux, les tarifs M et les tarifs industriels et les autres tarifs commerciaux aussi, mais ici on montre simplement les deux principaux tarifs commerciaux et industriels, qui payent plus que leur coût de service pour que les consommateurs résidentiels payent moins que ce que ça coûte à Hydro-Québec nous servir en tant qu'individus, eh bien, on se dit, est-ce que quand les consommateurs résidentiels sont les plus gros consommateurs, est-ce que ça vaut la peine de continuer un interfinancement de toutes les classes de consommateurs? C'est une question que je crois qu'il faut se poser parce que notre consommation d'énergie électrique va aller en croissance si on revient aux anticipations là, de ce qui est prévu. Et peut-être que ça va valoir la peine de se poser la question, est-ce que notre gestion de l'électricité, elle est optimale ou on peut mieux faire à travers les tarifs? En hydrogène, on a aussi, comme on l'a déjà dit, des grandes ambitions d'ajouter de l'hydrogène vert. Aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est vraiment un minuscule 2% dans la production d'hydrogène au Québec. Là, vous voyez toute la production d'hydrogène au Québec, elle est essentiellement de sources fossiles, le gaz naturel et le naphta lourd, donc un sous-produit pétrolier. Et on produit au total environ 500 tonnes d'hydrogène par jour, donc 500 000 kilogrammes d'hydrogène par jour. On vise près de 1000 tonnes par jour à travers tous les projets d'hydrogène vert qui sont à l'étude. Dans le rapport en tant que tel, nous faisons la liste de tous ces projets d'hydrogène vert qui sont à l'étude. Certains ont été approuvés comme certains ont reçu des blocs d'électricité d'Hydro-Québec
du gouvernement, donc le projet de production d'hydrogène de TES Canada et de Greenfield Global, mais d'autres projets sont encore à la recherche de blocs d'énergie ou pensent produire leur propre électricité. Et quand on fait la liste de tous ces projets-là, en fait, c'est presque doubler la production, tripler, si on regarde le total, tripler la production d'hydrogène, mais uniquement de sources vertes. Ceci dit, ça fera beaucoup d'hydrogène, mais à l'échelle du bilan énergétique québécois, rappelez-vous de la taille de l'hydrogène dans le diagramme que je vous ai montré, c'est très, très, très petit. Donc, même en triplant la production totale d'hydrogène, on va rester à des quantités assez marginales. Il faut faire attention avec l'hydrogène, ça demande beaucoup d'électricité et l'efficacité des usages de l'hydrogène dans différentes applications peut ne pas être extraordinaire. Simplement pour vous donner dans le cas du transport, si on utilise des camions à hydrogène, il y a beaucoup de facilité au niveau de la logistique, mais au niveau de l'efficacité sur toute la chaîne de l'utilisation, de la production et de l'utilisation de l'hydrogène, vous avez de 31%, ce qui est meilleur que dans des camions au diesel, mais ce qui est moins bien, beaucoup moins bon que si on a des camions électriques à batterie ou alimentés par caténaire, ou évidemment des trains où là, l'efficacité énergétique serait bien meilleure. Donc, il va falloir se poser des questions, non pas seulement sur le type d'application, mais sur l'efficacité globale de la chaîne de production et de transformation des énergies. Donc je passe rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses. On arrive dans les biocarburants, on produit des biocarburants, on a de l'ambition pour 2030 au niveau québécois, mais même au niveau canadien, on a des grandes ambitions, d'ajouter des biocarburants dans les mélanges, d'essence et de diesel. Le problème, c'est que la réalité sur le terrain, c'est qu'il y a très peu d'augmentation de la production québécoise de biodiesel et d'éthanol. Donc, ce sont les mêmes chiffres que l'an dernier, aucune amélioration. Ça représente une fraction de la consommation de diesel et d'essence au Québec. Notre production de biodiesel et d'éthanol, c'est évidemment des enjeux, mais il y a des projets, par exemple, la bioénergie Latuc aurait la possibilité de produire jusqu'à autour de 200 millions de litres de diesel renouvelable. Donc, ça pourrait être fort intéressant. Encore faut-il que les investissements puissent être sécurisés et que la production puisse se faire. Ce n'est pas facile dans le contexte actuel. C'était le bilan de la production d'énergie. Regardons maintenant la consommation d'énergie au Québec. Rappelons que nous sommes en Amérique du Nord et qu'en Amérique du Nord, nous aimons beaucoup consommer beaucoup d'énergie. Et on peut voir le Québec, les États-Unis, le Canada, l'Ontario, des gros consommateurs d'énergie à l'échelle, quand on ramène ça à l'échelle individuelle, c'est-à-dire par habitant. Évidemment, cette quantité totale d'énergie, ce n'est pas uniquement l'énergie que les individus et les citoyens québécois consomment directement, c'est aussi la consommation industrielle qui est très importante au Québec. Comme vous le voyez, 65 gigajoules d'énergie par année pour la consommation industrielle, contre, vous le voyez, des chiffres bien moindres ailleurs. Mais par contre, en transport, dans le secteur résidentiel, dans le secteur des bâtiments commerciaux institutionnels, eh bien, vous voyez encore une fois des chiffres québécois qui sont comparables aux autres provinces et bien plus grands que dans des pays qui sont plus riches que nous, par exemple l'Allemagne, la Suède, la Norvège, et qui consomment moins d'énergie que nous. Alors, ça, chaque année, on le répète, mais c'est une source d'inspiration peut-être de se dire qu'on peut augmenter notre richesse en réduisant notre consommation d'énergie. On a des exemples concrets de pays qui non seulement de manière statique consomment moins d'énergie, mais dans le cas de l'Allemagne, il y a un déclin de la consommation d'énergie, tout comme au Danemark, un pays que je ne montre pas ici, mais il y a un déclin de la consommation d'énergie alors même qu'il y a une augmentation de leur PIB et ils continuent de s'enrichir, mais en arrivant à consommer moins d'énergie. Notre consommation d'énergie, si on la si on la présente de manière différente, on regarde, et là en voyant mieux les sources d'énergie dans l'industrie, en transport, dans les bâtiments, mais on s'aperçoit que dans l'industrie, on a une très grosse consommation d'énergie par habitant. Je le dis, c'était 65 gigajoules par habitant, mais c'est largement de l'énergie renouvelable, 53% d'électricité, 11% de biocombustible. Donc, on a presque les 2 tiers de l'énergie industrielle qui est déjà décarbonée. C'est
une très grande proportion, bien plus qu'ailleurs. Mais évidemment, le défi, ça va être de conserver nos industries actuelles et même les faire croître en décarbonant le 22% de gaz naturel qu'il reste et le 11% de produits pétroliers qui restent et même le 3% de charbon et de coke qui restent aussi, qui sont encore présents dans le secteur. Donc, il y a des défis importants et encore une fois, cette éventuelle électrification ou substitution de biocarburants pour les produits pétroliers ou le gaz naturel, ça ne sera pas facile, mais il faut se mobiliser pour le faire. En transport, c'est encore un secteur qui est complètement dominé par les produits pétroliers. On va revenir sur le secteur du transport. Et il y a encore des produits pétroliers dans le résidentiel, dans les bâtiments commerciaux, tout comme du gaz naturel en font encore partie. Dans ce qu'on utilise en transport, dans nos usages, comme vous le voyez, dans les transports d'une manière générale, c'est les hydrocarbures qui dominent. En 90, c'était 99%. 31 années plus tard, c'est 97%. Donc oui, on a réussi à mettre un peu plus d'éthanol, un peu plus d'électricité, mais il va falloir faire beaucoup mieux et on ne pourra pas faire mieux en agrandissant la part d'électricité et d'éthanol. Je pense qu'il va falloir aussi réduire notre consommation totale d'énergie parce que quand on voit les ventes de véhicules, et c'est un sujet sur lequel on revient année après année parce que ça nous préoccupe de voir la flotte de véhicules qui grandit jusqu'en 2022. Elle a grandi plus vite que la population. En 2022, il y a eu une légère réduction des ventes de véhicules, comme vous le voyez ici. Donc ça, c'est les ventes de nouveaux véhicules. Il y en a eu en 2022 moins de vendus, ce qui pourrait être une bonne nouvelle, mais malheureusement, cette réduction des ventes, elle est essentiellement liée aux inventaires très difficiles des concessionnaires. Ils n'avaient pas assez de véhicules, il y a des listes d'attente pour acheter des véhicules, et donc il y avait l'accès aux véhicules qui était rendu complexe par les chaînes logistiques mondiales qui ont été chamboulées, et donc beaucoup de retard dans la livraison de véhicules. Donc, ce n'est probablement pas, on souhaite que ça soit un changement de tendance durable, mais c'est peut-être aussi lié à des difficultés logistiques dans les chaînes de construction des véhicules. Mais ce qu'on voit, c'est un amour sans cesse grandissant pour les plus grands véhicules ici qui sont nommés sous la catégorie de camions parce qu'on utilise la catégorie que Statistique Canada met de l'avant, mais ce sont des VUS, dont certains sont des petits VUS, tandis que la catégorie voiture, elle est en déclin. Mais peu importe la manière dont on les appelle, ce qu'il faut se rappeler, c'est que les véhicules deviennent de plus en plus lourds, de plus en plus gros, et que ça, d'un point de vue énergétique, c'est problématique. Même si on électrifie les véhicules, si on a des plus gros véhicules, ça demande plus d'énergie à produire, ça consomme plus d'énergie sur la route, ça va poser des défis. C'est difficilement tenable dans un contexte où on veut agir rapidement. Et le contexte où on veut agir rapidement, c'est notamment dans la vente de produits pétroliers. On veut atteindre en 2030 40% de réduction ça c'est la politique gouvernementale, de réduire de 40% les ventes de produits pétroliers sous le niveau de 2013. La tendance peut paraître un peu alignée, mais ça, c'est parce qu'évidemment, on a eu la Covid avec une grosse chute. Mais depuis la Covid, ça a remonté. En 2021-2022, ça a remonté. Et même en 2023, mais les chiffres ne sont pas complets là pour 2023, mais ça continue de remonter. Donc, c'est préoccupant parce que on voit mal comment la cible de 2030 peut fonctionner, peut être atteinte avec des tendances qui ne sont pas suffisamment à la baisse. Ce n'est pas suffisamment à la baisse, notamment parce que le nombre de véhicules par 1000 habitants au Québec a beaucoup augmenté. Ici, vous voyez, dans toutes les régions du Québec, entre 2010 et 2021, nous avons un déplacement vers la droite, c'est-à-dire plus de véhicules par 1000 habitants aujourd'hui en 2024, mais là on a les chiffres de 2021, que par rapport à 2010. Donc sur une dizaine d'années, vous voyez au Québec, la moyenne québécoise, c'est 543 véhicules par 1000 habitants. Ça, c'est des véhicules de promenade, donc les véhicules personnels, ça exclut les véhicules commerciaux et les véhicules institutionnels. Donc, en fait, il y a plus
543 véhicules par 1000 habitants au Québec. Ça, c'est uniquement des véhicules de promenade. Et ça a augmenté donc une quarantaine de véhicules en 10 ans. La bonne nouvelle, il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que par habitant, la consommation de carburant, essentiellement d'essence, a diminué d'une centaine de litres sur ces 10 années-là. Donc individuellement, on consomme un peu moins d'essence, mais le parc a augmenté et on est plus nombreux aussi en 2022 qu'en 2010. Donc les ventes d'essence et de diesel n'ont pas véritablement diminué. Ce qui est un petit peu paradoxal souvent quand on se dit que dans des régions, on a beaucoup de véhicules, c'est de se dire que si on a beaucoup de véhicules parce qu'il n'y a pas de transport en commun qui est disponible, que c'est difficile de mettre du transport en commun en Gaspésie, en Abitibi-Témiscamingue, par exemple, et c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de véhicules. Mais quand on regarde le nombre d'autobus par 1000 habitants au Québec, on s'aperçoit que les autobus, ils sont dans les régions du Québec. Là, vous voyez le nombre d'autobus et de véhicules de promenade par 1000 habitants. Et ce sont les régions comme l'Abitibi-Témiscamingue et la Gaspésie, Chaudière-Appalaches qui ont le plus de véhicules par 1000 habitants, qui ont aussi le plus d'autobus par 1000 habitants. Et donc, que peut-être que la clé pour réduire le nombre de véhicules, ce n'est pas de mettre seulement du transport en commun, parce qu'on en a du transport en commun. Ici, c'est beaucoup d'autobus scolaires dont on parle, mais l'autobus scolaire, c'est du transport en commun. Ce n'est pas forcément uniquement le transport en commun. La clé, c'est peut-être aussi l'aménagement du territoire. C'est probablement un des éléments qui est sous-étudié et sur lequel on n'agit pas assez pour justement permettre de densifier et de permettre, comme à Montréal ou même dans le nord du Québec, d'avoir des densités de population beaucoup plus grandes qui font en sorte qu'on n'a pas besoin de beaucoup de véhicules et on n'a pas besoin de beaucoup d'autobus, ce qui serait l'idéal. Rappelons-nous, le nord du Québec, donc c'est une très grande région, mais où il y a des villages qui sont très denses parce qu'on n'a pas cet étalement urbain. Et dans le nord du Québec, eh bien, il y a beaucoup moins de véhicules individuels et beaucoup moins d'autobus. Et donc, c'est un petit peu ce genre de situation qu'il faudrait répliquer dans toutes les régions du Québec, concentrer pour pouvoir diminuer les besoins en transport. En industrie, le temps file vite. L'industrie, on en a déjà parlé, mais vous voyez ici la consommation d'énergie dans toutes les différentes industries du Québec. Cette consommation industrielle au Québec, elle est importante, elle est génératrice de richesse. Mais quand on regarde la productivité énergétique du Canada, et là, on n'a pas les chiffres spécifiques pour le Québec, mais on a déjà auparavant donné des chiffres québécois qui nous mettent dans la moyenne canadienne, mais on s'aperçoit que notre productivité énergétique canadienne, eh bien, c'est la plus faible parmi les pays de l'OCDE. Et là, vous ne les avez pas tous, mais on pourrait tous les mettre et on serait en bas de l'échelle. Et non seulement on est à la pire productivité énergétique, mais on est à la productivité énergétique qui a le moins augmenté durant la période ici des 50 ans considérés. Là, vous regardez à l'échelle mondiale, la productivité énergétique a augmenté de 88%. Au Québec, au Canada, 74% seulement. Aux États-Unis, 183%. En Norvège, 79%. Ce que ça nous dit ici, ça nous dit que la richesse qu'on génère avec notre unité d'énergie au Canada, elle n'est pas très grande et elle n'a pas beaucoup cru. On a un problème de productivité dans différents secteurs. On utilise beaucoup d'énergie dans l'industrie, dans le transport, dans nos bâtiments. On pourrait faire mieux, notamment en industrie. Une des voies à suivre, c'est en ayant une gestion de l'énergie beaucoup plus avancée. Et une des manières de gérer l'énergie, c'est les normes ISO 50001. Et là, simplement de manière illustrative, parce que ce n'est pas la seule norme, ce n'est pas la seule manière de bien gérer l'énergie, mais vous voyez qu'en Allemagne, il y a 5500 entreprises, industries qui ont des certifications ISO 50001. Au Canada, il y en a seulement 26 et au Québec, 5 seulement. L'Allemagne, oui, c'est plus grand que le Canada. C'est de l'ordre de 90 millions d'habitants. Beaucoup plus donc, que le Canada. On est une quarantaine de millions. Mais faites le rapport, là, ils sont peut-être 2 ou 3 fois plus gros que nous en termes de population, mais ils ont un multiple beaucoup plus grand d'entreprises qui sont certifiées et ça serait certainement une manière de mieux gérer l'énergie en industrie. Un des éléments qu'on documente dans notre rapport, c'est aussi l'augmentation de la superficie de bâtiments commerciaux et résidentiels. Vous le voyez ici, dans le secteur commercial institutionnel, on a une augmentation de 27% de la superficie de plancher totale ces 30 dernières années.
On était à 100 millions de mètres carrés, on est à 147 millions de mètres carrés en 2021, donc une grosse augmentation de la superficie commerciale, alors que en principe, on devrait, avec le commerce en ligne, avec des bureaux partagés, on devrait avoir moins d'espace commercial et institutionnel, puisqu'on devrait avoir libéré de l'espace avec du travail en espace partagé et à travers le commerce en ligne. Mais en fait, concrètement, ce n'est pas ce qui arrive. Du côté résidentiel, c'est pire. Vous avez une augmentation ici, c'est une augmentation de la superficie de plancher de chaque logement moyen. En moyenne, la superficie de plancher des logements a augmenté de 23%. Comme vous le voyez, de 90 à 2021, une grosse augmentation de la superficie de plancher de chaque logement, et le nombre de logements par 1000 habitants a augmenté. Et ça, c'est parce que les ménages sont de plus en plus petits et donc il faut de plus en plus de logements. Et donc, on a à la fois de plus en plus de logements et des logements de plus en plus grands. C'est ce qui m'a amené à dire, et ça a été repris par Radio-Canada aujourd'hui, à dire qu'il y a une crise des espaces vides. Non pas il y a une crise du logement, oui, mais aussi une crise des espaces vides parce qu'on a beaucoup d'espaces vides qui se développent dans nos bâtiments résidentiels. Et donc, ce serait évidemment, tout ça, c'est des superficies supplémentaires qu'il faut chauffer, qu'il faut climatiser. Ce sont des dépenses énergétiques qui sont bonnes pour notre confort personnel, mais en tant que transition énergétique, quand on regarde les défis qu'on a devant nous en termes d'ajout de capacité électrique, est-ce qu'on veut vraiment ajouter des parcs éoliens, voire des barrages ou des centrales nucléaires pour chauffer des pièces vides chez nous dans nos logements? C'est la question qu'il faut se poser parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. On a de plus en plus de pièces vides et dans nos logements et on veut les chauffer et on veut rajouter des équipements de production pour ça. On a par ailleurs un énorme potentiel d'efficacité énergétique. On rappelle simplement les potentiels technico-économiques d'efficacité énergétique tels qu'établis par les distributeurs d'énergie, c'est-à-dire Énergir pour le gaz naturel et Hydro-Québec pour l'électricité. Et là, vous voyez des chiffres. Le potentiel technico-économique ici établi par Hydro-Québec en 2021, c'était 24 TWh. Dans le cas du gaz naturel, Énergir a établi le potentiel technico-économique à 1400 millions de mètres cubes, soit 25% de ses ventes totales au Québec, 25% d'efficacité énergétique dans le gaz naturel, 14% de potentiel technico-économique qu'on peut aller chercher. C'est énorme, il faut le faire. Pour les carburants, il y a aussi des potentiels qui ont été établis en 2013, donc il y a presque une éternité. Il faudrait voir c'est quoi le potentiel qu'on pourrait réaliser en termes d'efficacité énergétique. On arrive dans la section émissions de gaz à effet de serre. Important de bien les connaître parce que c'est le défi des années à venir. Vous voyez ici les sources de nos émissions de gaz à effet de serre, beaucoup le pétrole, beaucoup le gaz naturel, mais aussi les procédés industriels, l'agriculture, les déchets. Et c'est dans les bâtiments, évidemment, qu'on en a une bonne partie aussi. Mais c'est le transport, encore une fois, qui domine. Quand on regarde notre trajectoire d'évolution des émissions depuis 1990, ça a baissé, mais évidemment, ça n'a pas baissé autant qu'on l'aurait souhaité. La cible de 2020, c'était 20% sous le niveau de 1990, donc on était nettement au-dessus de la cible. Ça a continué d'augmenter en 2021 et ça va continuer d'augmenter. Tous les chiffres préliminaires de 2022 nous indiquent que les émissions vont augmenter en 2022 et 2023 risque aussi d'être encore dans la voie de l'augmentation. Donc, ça nous éloigne tout ça de la cible de 2030 de 53 millions de tonnes. Je ne sais pas comment on va atteindre cette cible de 2030. Il faudrait se mobiliser bien plus que ce qu'on se mobilise aujourd'hui pour le faire. On a un marché du carbone qui devrait nous aider à atteindre ces cibles-là. Sans entrer dans les détails, vous voyez ici le marché du carbone combiné Californie-Québec. Donc ici, ce sont les émissions du Québec et de la Californie qui sont combinées. Les émissions industrielles, les secteurs assujettis au marché du carbone et les secteurs non assujettis au marché du carbone, c'est-à-dire l'agriculture, les déchets et certains sous-secteurs de transport. Un graphique très chargé que je n'aurai pas le temps d'expliquer, mais vous voyez les plafonds d'émissions qui sont en décroissance. Et donc là, pour 2030, on devrait avoir une rareté des droits d'émission qui devrait nous amener à réduire nos émissions. Malheureusement,
on a une surallocation de droits d'émission dans le système. Et là, vous le voyez, cette surallocation avec des plafonds qui, en fait, sont supérieurs aux émissions autour de 2010. En fait, c'est à partir de 2014, je m'aperçois qu'il y a un léger problème là dans les années, ici un décalage entre les années parce que le marché du carbone a commencé en 2013, 2014 et 2015. Donc, il va falloir qu'on corrige ce graphique-là. Mais ce qui n'est pas à corriger, c'est que les plafonds étaient plus élevés que les secteurs qui devaient obtenir des droits d'émission, et ça a créé un surplus de droits d'émission. Ce surplus-là, il va nous permettre d'arriver en 2030 en dépassant les plafonds établis, ce qui est un petit peu contradictoire. Ceci dit, il y a quand même une augmentation du prix des droits d'émission aux enchères qu'on observe, et notamment aux dernières enchères de 2023, le prix n'a jamais été aussi élevé, à 53 $ la tonne de gaz à effet de serre sur le marché québécois et californien. Ça, c'est 53 $ canadiens. Donc, c'est le prix le plus élevé. Et là, on a des enchères en février qui vont avoir lieu très bientôt et dont on va connaître le résultat d'ici 2 ou 3 semaines. Le prix risque d'augmenter. Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut s'habituer, payer plus cher pour le carbone parce que la disponibilité des droits d'émission va aller en décroissant, et post-2030, ça va être notre banque de surplus de droits d'émission aura été largement épuisée. Donc, le choc n'est pas vraiment à venir d'ici 2030, même si le prix va continuer d'augmenter d'ici 2030. Mais le choc qui va être post-2030, et il faut que la société se prépare à ce choc des droits d'émission qui vont coûter beaucoup plus cher que ce qu'ils coûtent aujourd'hui. Au niveau fédéral, pour 2030, on parle de 170 $, alors qu'en ce moment, on est autour de la cinquantaine de dollars au Québec, et au niveau fédéral, on est à 65 $. Tout ça, ça a des impacts sur l'économie. C'est très important, nos dépenses énergétiques. Au niveau total, les dépenses énergétiques totales, c'est 30 milliards de dollars sur des dépenses intérieures brutes québécoises de 451 milliards de dollars. Donc, c'est 6 milliards de dollars. Si on regarde au niveau des ménages, et là, vous voyez les petits chiffres que j'ai marqués en bas, c'est les dépenses des ménages pour l'électricité, 6 milliards de dollars pour l'électricité, 200 millions pour le gaz naturel, 7 milliards pour les produits pétroliers, essentiellement l'essence. C'est énormément d'argent que les ménages dépensent pour acheter de l'énergie, mais c'est encore plus d'argent qu'ils dépensent pour dépenser cette énergie-là dans des transports. Et là, c'est uniquement ce que les ménages dépensent pour le transport. En 2021, c'était 33 milliards de dollars pour payer leur véhicule et assurer leur véhicule et changer les pneus de leur véhicule, assurer leur véhicule. Ce 33 milliards de dollars-là, c'est en plus des 7 milliards pour l'essence. Donc, ça vous donne un peu l'ampleur des dépenses pour le transport privé. Le transport public, 1,6 milliard dépensés par les ménages. Donc, évidemment, il y a des subventions gouvernementales pour le transport public, mais ça reste une fraction de ce qu'on dépense pour le transport privé. Et s'il y en a qui trouvent qu'on dépense beaucoup pour le transport public, le 1,6 milliard, regardez ce qu'on dépense pour les véhicules récréatifs, 2,6 milliards pour des 4x4, des skidoo, des sidous. Ce sont des dépenses clairement qui ne sont peut-être pas prioritaires dans nos dépenses, et ce qui illustre le fait que globalement, nous sommes une société très riche qui a les moyens de polluer, et malheureusement, on ne s'en prive pas. Malgré le prix de l'essence qui a beaucoup augmenté ces dernières années, on voit en 2022, on a atteint des prix records. Et ce que je vais souligner ici, c'est le différentiel entre la ligne rouge et la ligne grise. La ligne grise ici, c'est le coût du pétrole brut. Mais là, vous voyez, la ligne rouge, c'est le prix final de vente. Bien, il a tendance à devenir de plus en plus grand, cet écart entre le prix final de vente et le prix du pétrole. Le prix du pétrole est encore le facteur qui explique le mieux le prix à la pompe. Mais évidemment, il y a le coût du carbone qui vient de plus en plus faire monter la ligne rouge. C'est la seule taxe qui augmente en termes du prix final de l'essence. Et il y a aussi, pour expliquer l'écart grandissant, la marge des raffineurs et peut-être des distributeurs, des détaillants d'essence qui peut augmenter aussi. Mais chose certaine, au niveau des raffineurs, on a des très bonnes années 2022,
2021, 2022, 2023, la marge des raffineurs a augmenté, c'est documenté et c'est qui explique en partie ce plus grand écart qui existe. Comme vous le voyez ici, l'écart était de moins de 70 cents en 2014 et là, il a dépassé les 100 cents le litre en moyenne en 2022-2023. Ce n'est pas que le prix du carbone qui explique là ce 30 cents de différence. Il y a des marges de raffinage qui ont aussi augmenté notamment. Si on veut comparer le prix de l'énergie, et je vais m'arrêter bientôt parce que je veux quand même laisser un peu de place aux questions, c'est important de comprendre donc, la structure de coût des trois principales énergies qu'on utilise, l'essence, l'électricité et le gaz naturel, et de ramener tout ça en gigajoules. Combien ça coûte par gigajoule? C'est vraiment l'essence qui nous coûte le plus cher par gigajoule. Ça tombe bien, c'est l'énergie qui émet le plus de GES au Québec, donc c'est celle qui coûte le plus cher, dont on veut se débarrasser. C'est une très bonne nouvelle parce que ça va nous coûter moins cher si on en consomme moins, même si on achète de l'électricité en plus. Donc là, il y a des bonnes nouvelles. Et là, vous voyez, c'est important de bien comprendre la structure de coût, notamment entre la composante énergie, la composante transport dans l'électricité et la composante distribution. Eh bien, c'est trois éléments importants à comprendre parce que dans certains cas, c'est des coûts variables, dans d'autres cas, c'est des coûts fixes. Et cette compréhension de la structure de coûts de la production d'électricité devra être, je crois, mieux comprise par les clients québécois. Même chose pour le gaz naturel, ça va être important de comprendre que les coûts fixes sont des coûts fixes et que si on veut garder des infrastructures de distribution d'énergie, mais il va falloir payer ces coûts fixes et qu'on ne pourra pas toujours les payer à travers un prix variable de l'énergie. Donc, une réflexion pour l'avenir. En terminant, les ménages les plus riches consomment le plus d'électricité. Ça, c'est un nouveau graphique qu'on met dans l'état de l'énergie. Au Québec, les ménages qui consomment le plus d'énergie en moyenne sont ceux qui gagnent le plus d'argent. Là, vous voyez la courbe, c'est assez clair. Comme je le disais, l'interfinancement fait en sorte que tous ces clients résidentiels payent moins que le coût de service que Hydro-Québec doit payer pour servir ces clients-là. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est normal que des ménages à revenus élevés soient interfinancés par les PME du Québec? Mais c'est une question là qu'il faut se poser et qu'il faudra peut-être résoudre dans les années à venir. Perspective de 2024, avant de passer aux questions. Le projet de loi de M. Fitzgibbon, nous l'attendons avec impatience. On attend, et j'étais très content d'entendre Dominique Deschênes nous dire que le plan intégré des ressources fait partie du projet de loi. Donc, on a très hâte d'avoir plus de détails sur cette planification à travers le plan intégré des ressources. Le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, de la faune et des parcs va aussi annoncer les changements dans les paramètres de fonctionnement du système de plafonnement et d'échange de droits d'émission, le marché du carbone. Comme je vous ai dit, il y a de la surallocation dans ce marché-là. Ça va être important de voir comment le gouvernement va gérer ça. On sait que la Californie a des ambitions explicites beaucoup plus grandes que le Québec. Et donc, est-ce que le Québec va suivre la Californie ou va avoir un chemin distinct? Ça va être intéressant d'en discuter. Dans le gaz naturel renouvelable, il y a pas mal de nouveautés qui vont avoir lieu. Déjà, en 2024, il y a une première nouveauté. Tous les nouveaux branchements d'énergie dans le secteur résidentiel doivent se faire au gaz naturel renouvelable. Évidemment, on aura dans l'hydrogène et les biocarburants beaucoup de nouveautés et beaucoup de choses à faire. Vous pouvez télécharger le rapport à cette adresse-là. Je remercie encore une fois nos 10 partenaires et c'est les 10 ans de la chaire ce printemps. Et on va faire une petite fête le 11 avril dans le nouveau bâtiment de HEC Montréal au centre-ville. Soyez à l'affût des annonces qu'on va faire. On va avoir la chance d'avoir Julie Cusson, Martin Imblot, qui était très proche de la chaire à sa création et qui depuis a quitté le secteur de l'énergie pour aller chez Via Rail, train à grande fréquence. Et on aura aussi Stéphanie Gramont, éditorialiste en chef de La Presse, qui va venir discuter avec nous des 10 ans de la chaire de gestion du secteur de l'énergie. Je vous remercie. Je vais passer aux questions. Johan, si tu veux intervenir, n'hésite pas. Il est 11h34. Je peux les lire, Pierre-Olivier. J'en ai répondu déjà pas mal, excuse-moi. Puis ceux que, en fait, vous pouvez consulter les questions avec les réponses que j'ai fournies. Je pense qu'il y a comme un petit volet qui s'appelle Répondu, donc c'est accessible à tout le monde.
avec des liens qui pourraient être utiles. Donc, je vais juste y aller là, avec, de façon chronologique, là. Donc, une des questions, c'est avez-vous chiffré ou comptez-vous chiffrer les quantités de biogaz présentement utilisées par des clients industriels et qui sont détournés de ces clients afin de faire du GNR pour injection dans le réseau? Je pense que si ça fait référence, en fait, au projet de Roland Papier où le site de Waste Management va utiliser le biogaz qui auparavant desservait cette entreprise-là depuis 20 ans pour la production de GNR et injection dedans le réseau. Donc non, on n'a pas chiffré ça et je pense pas qu'on va le faire, à l'avenir. Il faut dire que cette situation-là qui est qui est très paradoxale et problématique, mais elle est quand même assez unique parce qu'il y avait pas beaucoup de biogaz. Il y avait ça, c'est vraiment un réseau de biogaz, d'un site, d'un dépotoir qui va alimenter un client. Donc il y a Énergir avait investi dans une conduite, pour amener ce biogaz-là mais c'est quand même une situation très particulière. Il n'y en a pas d'autres, à ma connaissance, qui pourraient facilement, être transformés et pour détourner le biogaz pour être injecté dans le réseau. Donc, c'est des situations qui arrivent parce qu'évidemment, il y a un prix de marché pour le gaz naturel renouvelable qui est plus élevé que le prix de vente des biogaz. Alors les vendeurs les sources de gaz naturel renouvelable, les vendeurs essayent de maximiser les opportunités et donc c'est ça qui amène ce petit paradoxe-là. Enfin, à cette échelle-là, c'est un grand paradoxe. À l'échelle du Québec, c'est un petit paradoxe. Mais donc, ça serait intéressant à suivre. Mais comme on l'a dit là, dans les biogaz et le GNR, il y a de multiples défis qui sont là. Autre question, avez-vous la consommation d'hydrogène et d'ammoniac pour les 5 dernières années au Québec? Ben, je pense qu'on l'a répondu, là, c'est non, parce qu'il n'y a pas de données officielles qui existent. En fait, c'est déjà c'est un peu miraculeux qu'on arrive à avoir une collaboration avec les gens qui veulent développer des projets pour nous fournir des informations juste sur ce qui est à venir. Puis après, ben, ce qui est déjà en place, c'est un peu la même chose, mais évidemment, ça serait super important que le gouvernement, étant donné qu'il y a une stratégie pour l'hydrogène, même chose pour les biocarburants, qui mettent de l'avant très rapidement ce genre d'informations pour qu'on puisse mieux comprendre où on est et où on s'en va. Mais pour compléter la réponse de Johan, ce qui se produit aujourd'hui en hydrogène au Québec, c'est essentiellement ce qui se consomme en hydrogène au Québec. Donc, parce que l'essentiel des producteurs d'hydrogène, c'est pour leur propre consommation. Ce sont des autoproducteurs d'hydrogène. Donc, on a des chiffres de production. Ces chiffres de production sont les chiffres de consommation d'hydrogène. Donc, la réponse est qu'en fait, on a les chiffres de consommation d'hydrogène. Les producteurs, à part pour Air Liquide qui vend de l'hydrogène, et je pense qu'il y a un autre vendeur d'hydrogène, mais l'essentiel, ce sont de l'autoproduction chez ArcelorMittal et chez les raffineurs qui sont de loin les plus gros producteurs. Il faut juste dire que la liste, elle n'est pas complète. Il y en a d'autres. C'est juste que c'est pas tous les industries qui fournissent l'information. Donc, par exemple, l'année passée, on n'avait pas certaines données, par exemple pour Chimie Parachem qui s'est rajouté cette année. On a eu plus de précision par rapport à ArcelorMittal. Donc, le chiffre n'était pas pareil. Donc, évidemment, ce qui serait idéal, c'est que le gouvernement fasse cet inventaire-là avec toutes les différentes entreprises. Et puis, comme ça, il n'y aurait pas la possibilité d'oublier un projet d'hydrogène ou non. Quelle est la tendance de la consommation résidentielle par capita? Donc on la montre pas ici directement, mais dans nos chiffres de consommation, ici, on peut le voir, autour de 34 gigajoules. Ça reste pas mal stable ces dernières années. On pourrait la montrer. Il y a pas d'amélioration parce que comme je le disais, au niveau résidentiel, il y a une augmentation de la surface de plancher, mais il n'y a pas forcément une augmentation de la consommation d'énergie parce que par ailleurs, il y a des gains d'efficacité énergétique qui sont réalisés. On a des bâtiments qui sont de plus en plus efficaces. On a des équipements, des électroménagers qui sont aussi moins énergivores qu'avant. Donc, on a des gains d'efficacité énergétique réels. Mais malheureusement, au lieu de réduire notre consommation, chose qu'on doit viser à faire, eh bien, on annule ces réductions-là par une augmentation de la surface et des équipements utilisés. Donc, ça fait en sorte que globalement, c'est assez stable.
Puis juste si les gens sont vraiment zélés et qui veulent avoir l'information précise, sur le site de la page du rapport de l'État de l'énergie, en bas de la page, vous avez toutes les anciennes éditions. Donc, vous pouvez aller rechercher le même graphique avec les données, puis juste les colliger, puis vous allez voir s'il y a eu une évolution ou non. Donc, qu'est-ce qui explique la grande consommation par habitant de 65 gigajoules des industries? Là, on met aluminium ou acier, etc. Absolument, mais c'est ça, c'est le fait qu'on ait une très grande consommation industrielle au Québec. Quand on regarde la consommation industrielle, elle est grande parce que grâce à notre hydroélectricité, on a attiré des alumineries au Québec et ça rend le Québec une terre d'accueil pour beaucoup d'industries, de papetières par exemple aussi, mais l'acier, l'aluminium. Donc il y a plusieurs industries énergivores qui sont venues au Québec parce qu'il y avait une disponibilité d'électricité et d'énergie en quantité et à bon marché. Et c'est ça qui nous amène à être des grands consommateurs industriels. C'est largement décarboné comme on le voit ici, mais évidemment, tout le travail n'est pas fait. Euh, Qu'est-ce qui explique les différences dans la consommation entre le Québec et les pays comme la Norvège et l'Allemagne? Mais les grands facteurs, c'est au niveau du transport. Vous voyez, l'Allemagne, même la Norvège, la consommation d'énergie en transport, elle est bien moindre qu'en Amérique du Nord et au Québec. Donc, ils ont des systèmes de transport mieux adaptés, même plus efficaces, et ça n'a pas de secret. Ils taxent énormément l'essence, ils taxent énormément les véhicules, et ils investissent davantage dans les transports en commun. Donc, en taxant les véhicules individuels et en investissant dans les transports en commun, eh bien, ils arrivent à avoir globalement des systèmes de transport plus efficaces. Il y a aussi au niveau du transport des marchandises, ils optimisent beaucoup plus les camions et on peut voir des chiffres là sur les tendances de l'optimisation des camions en Allemagne et au Canada. C'est l'inverse. Alors, au Canada, on a de plus en plus de camions lourds qui circulent, de camions lourds qui sont vides ou à semi-vide sur les routes canadiennes, tandis qu'en Allemagne, les camions sont de plus en plus pleins. Donc, le chargement des camions en Allemagne, il est de plus en plus élevé, tandis que le chargement des camions au Canada est de moins en moins élevé. Ça, c'est des tendances sur une dizaine d'années. Et il y a davantage de trains qui est utilisé aussi en Europe pour le transport de marchandises. Donc, ça contribue aussi à réduire ça. Et aussi au niveau des bâtiments commerciaux, là, vous voyez, les bâtiments commerciaux, c'est nettement le gigajoule par habitant. Ils sont en 14, 17, 23 gigajoules par personne. On est à 29 au Québec, donc presque 50% de plus que la Norvège. Ils ont juste des magasins qui sont plus petits, peut-être moins climatisés, moins chauffés, mais pas moins chauffés parce qu'ils ont plus froid dedans, mais moins chauffés parce que c'est des bâtiments de meilleure efficacité énergétique. Et donc, c'est un ensemble d'éléments qui expliquent leur plus petite consommation. Mais encore, il faut le répéter, ce sont des pays qui sont plus riches que nous. Donc, ce n'est pas parce qu'on consomme moins qu'on doit renier ou renoncer à un niveau de vie élevé. J'ajouterais juste parce qu'il y avait une question qui est pertinente à celle que les deux dernières personnes ont posée par rapport à la consommation énergétique, puis aussi quelqu'un voulait savoir pourquoi est-ce que le Canada, en fait le Québec, le Canada, pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, pardon, nos entreprises, l'industrie semble être plus performante que l'industrie du Québec ou du Canada. Puis je pense qu'il y a une partie, évidemment, que c'est le mix industriel qui va faire une différence, mais aussi ce que il disait, on a à peu près les mêmes normes, le même nombre de certifications ISO quand on regarde le Canada versus les États-Unis. Mais une chose importante, c'est que les États-Unis ont une norme équivalente à la norme internationale ISO 50001 qui passe à travers leur département d'énergie qui s'appelle Superior Performance 501. Donc, c'est l'équivalent, c'est juste qu'ils l'ont fait, ils l'ont adapté aux États-Unis. Donc, ça, on ne le voit pas, par exemple, dans les données qu'on présente parce que nous, on prend la base de données de la norme ISO 50001. Donc, si on allait chercher, en fait, le nombre d'installations qui est certifié avec la certification équivalente américaine, probablement qu'on verrait qu'il y en a aussi beaucoup plus qui sont plus performantes. Puis aussi, le coût d'énergie est plus élevé souvent aux États-Unis.
Donc, la prochaine question, est-ce que les avantages du bloc patrimonial ne devraient pas être distribués via le retour d'impôt plutôt que sur un tarif résidentiel général? Le système actuel semble favoriser les populations les plus riches qui ont des plus grosses maisons, souvent unifamiliales, et l'arrivée des véhicules électriques risque encore plus d'exacerber cette tendance. À l'opposé, les villes et les sociétés de transport en commun ont perdu leurs tarifs préférentiels, elles, alors qu'ils offrent des services à l'ensemble de la collectivité. Merci, c'est Sylvain Wallet qui pose cette question-là. Je suis entièrement d'accord que le bloc patrimonial appartient à tous les Québécois et que ça serait beaucoup plus équitable de redistribuer la richesse du bloc patrimonial, non pas à travers la consommation, mais à travers soit un crédit d'impôt égal pour tous les Québécois, parce qu'en bout de ligne, tous les Québécois sont actionnaires d'Hydro-Québec. Donc, il vaudrait mieux valoriser le bloc patrimonial selon sa vraie valeur économique et après redistribuer à tout le monde un montant, une somme monétaire égale. Ça éviterait que des ménages qui ont la capacité financière de consommer davantage s'approprient davantage de la richesse associée au bloc patrimonial, parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui. C'est un système qu'on parfois on perçoit comme étant équitable, un bas prix de l'électricité pour tout le monde, mais malheureusement, dans les faits, ce sont les ménages les plus riches qui s'approprient une plus grande portion de la richesse collective et donc s'approprient davantage de la richesse et de la valeur du bloc patrimonial. Il faudrait mieux monétiser et redistribuer. Ça serait beaucoup plus progressif comme redistribution. Et en fait, les ménages à faible revenu pourraient toucher un dividende en monnaie sonnante qui serait bien plus intéressant pour ces ménages-là. Considérant la grande demande à venir en électricité et potentiellement la nécessité d'importer de l'énergie non renouvelable d'ailleurs, recommanderiez-vous aux industries d'avoir des systèmes bi-énergie dans une perspective de lutte au changement climatique? Alors, la perspective d'importer de l'énergie non renouvelable, c'est-à-dire, elle existe. Aujourd'hui, on importe tout le pétrole et tout le gaz naturel du fossile est importé au Québec. Donc, là-dessus, effectivement, la perspective, c'est quelque chose qui est présent dès aujourd'hui. Au niveau de l'électricité, je ne pense pas qu'on va vraiment importer beaucoup d'électricité non renouvelable de chez nos voisins. Ça arrive ponctuellement lors de certaines pointes de consommation. Hydro-Québec importe de chez nos voisins, mais c'est vraiment très ponctuel. Je ne pense. Alors, ce que je disais, puis ce que je pense qu'il faut faire, c'est développer une plus grande flexibilité dans la consommation. Et parmi les outils de flexibilité, il y a la biénergie. C'est clairement un outil de flexibilité, la biénergie, mais ce n'est pas le seul, parce qu'il y a vraiment développé davantage ce qu'on appelle la réponse à la demande chez les consommateurs. Ce que ILO fait, ce que certains consommateurs industriels et commerciaux font à travers les tarifs interruptibles d'Hydro-Québec, eh bien, ils renoncent à une proportion de leur consommation et la monnaie auprès d'Hydro-Québec sur appel d'Hydro-Québec. Mais je pense qu'avec justement la digitalisation de notre société, ça va être de plus en plus facile de pouvoir déplacer de la consommation dans le temps. Ce que M. Fitzgibbon disait, partir de la vaisselle à minuit ou à 2 heures du matin, mais ça fait partie des outils de flexibilité. Ça ne réduit pas la consommation, mais ça la déplace à des moments opportuns. Et ça va beaucoup se développer. Avec les voitures électriques, ça va beaucoup se développer parce que de plus en plus, les gens vont avoir des voitures électriques. S'ils les branchent et s'ils ont des chargeurs bidirectionnels tels que ceux que la firme québécoise Décibel produit, eh bien, ils vont pouvoir décharger leur voiture quand il y a des moments de pointe et charger leur voiture quand on a de la disponibilité d'énergie sur le réseau. Et ça, c'est pas juste l'hiver, c'est l'été. C'est quand l'été, ça va être aussi utile. Quand on aura de la puissance éolienne disponible, on va vouloir que des consommateurs rentrent dans le réseau et donc on va vouloir pouvoir augmenter la consommation d'énergie, d'électricité à certaines heures et puis la diminuer à d'autres. Donc la biénergie, c'est un outil très certainement très intéressant. Puis la biénergie, ce n'est pas juste avec le gaz naturel ou du gaz naturel renouvelable qu'on peut le faire, c'est aussi avec des granules de bois, c'est aussi avec la biomasse. Donc il faudrait comme élargir notre conception de la biénergie parce que ça peut être très bénéfique
Évidemment, à court terme, il y en a encore de l'énergie possible avec du mazout ou des produits pétroliers, mais à moyen terme, il va falloir l'éliminer complètement. Toutes les énergies fossiles devront être éliminées. En dehors des tarifs M et L qui sont publics, que savons-nous sur l'ampleur des ententes tarifaires confidentielles? En tant que particulier, je paie mon électricité après impôt, ce qui n'est pas le cas du commercial ou de l'industriel qui peuvent les passer comme dépenses. Croyez-vous qu'il y aura réticence à abandonner ce présumé interfinancement sans que les livres soient vraiment ouverts? C'est une question intéressante où effectivement tous les consommateurs commerciaux et industriels, ils ont des dépenses et ils achètent des matières premières, ils achètent de l'énergie et toutes ces dépenses-là, ils payent après impôt. C'est-à-dire qu'ils peuvent les déduire de leurs revenus et ils payent de l'impôt sur leurs profits. Ce qui n'est pas le cas pour les particuliers. Nous sommes les particuliers, nous sommes les consommateurs finaux d'énergie. Et donc, on est les consommateurs finaux en fait de tous les produits. Tout ce que l'industrie fait, c'est pour nous. Il n'y a rien que l'industrie fait ultimement pour elle-même. Donc, nous payons en tant que consommateurs résidentiels tous les coûts de production de l'électricité ou de l'énergie. Donc, en fait, même quand les tarifs M sont plus élevés, mais en bout de ligne, on repaye ça à travers nos achats de biens et services, parce que c'est nous qui payons ultimement à travers nos achats le prix d'électricité que les clients industriels et commerciaux payent. Alors, on pourrait dire, on fait l'électricité gratuite pour les clients résidentiels et tout est payé par les commerciaux. D'une manière générale, en économie, on préfère plutôt que les coûts soient mieux associés à des dépenses et à l'usage des biens. Donc là, les clients résidentiels consomment beaucoup d'énergie. Il y en a une partie qui est interfinancée parce qu'en grandement, on a des appels de puissance dans le secteur résidentiel beaucoup plus grands. Donc, ça induit des coûts de réseau qui sont plus grands. Et ce qu'on paye ne couvre pas l'entièreté de ces coûts de réseau. Et c'est pour ça qu'on a cet interfinancement-là. Donc, je ne sais Bah, pas si je réponds parfaitement à la question, mais c'est sûr je pense que… que c'est matière à réflexion parce que c'est vrai, ces enjeux-là aussi, l'industrie et le commerce peut faire des profits avec tous les intrants qui rentrent. Donc, il faudrait peut-être faire l'analyse, on ne l'a pas faite, mais ça pourrait éventuellement être intéressant de mieux creuser cette question. Est-ce que la consommation de carburant est ventilée par région ou seulement le taux de motorisation? Donc, c'est ventilé. La consommation, elle est ventilée par région. C'est des données, là je retourne à la diapositive, ce sont des données qui viennent de la Régie de l'énergie qui nous permettent d'avoir la consommation d'énergie de litres d'essence et de diesel par habitant. Ça vient des ventes des stations-service. Donc ça, c'est seulement les ventes dans les stations-service de différentes régions. La Régie de l'énergie du Québec fait un recensement des essenceries du Québec tous les 3 ans. Et donc, c'est la seule information régionale qu'on a sur les consommations de produits pétroliers. C'est ce que la Régie d'énergie publie tous les 3 ans. On a la chance en 2023 là, d'avoir les données de 2022. La prochaine fois qu'on aura des données, ça devrait être donc en 2026. Et c'est les seules données régionales en ce qui concerne les produits pétroliers. Concernant le transport pétrolier versus électrique, il faut différencier l'énergie primaire et l'énergie de travail. L'électricité ne remplacera jamais toute l'énergie pétrolière en transport car un moteur à explosion interne est efficace à 25% versus 85% pour l'électrique. Il ne faut donc pas s'attendre à voir l'électricité dans le graphique en pointe de tape prendre rapidement une plus grosse portion. Tout à fait. Donc, une question, mais… non, tout à fait. C'est un bon point que toute cette essence-là, donc si on faisait juste électrifier tous les véhicules du Québec, on n'aurait pas besoin de autant d'électricité que ce qui se retrouve aujourd'hui en essence, mais on aurait effectivement besoin simplement d'un quart. À peu près un quart de l'essence automobile devrait devenir de l'électricité, donc bleue ici, parce que les moteurs électriques sont beaucoup plus efficaces et donc ça, c'est un des gains de l'électrification des transports, c'est d'avoir des moteurs qui sont plus efficaces, des moteurs électriques qui sont plus efficaces, donc une moindre consommation d'énergie, mais ce qui ne va pas empêcher
d'avoir des impacts malgré tout sur le réseau d'Hydro-Québec parce qu'il faudra plus d'électricité. Et au niveau de la gestion de la demande de pointe, ça peut poser des enjeux si on gère mal ça, parce que les gens peuvent avoir tendance à se brancher en revenant du travail à 6 heures le soir, ce qui est déjà l'heure de pointe. Pensez-vous que le Québec pourrait tirer parti de son potentiel solaire et de l'augmentation de la superficie résidentielle et industrielle pour atteindre ses objectifs énergétiques et de carboneutralité d'ici 2035-2050? Donc oui, c'est sûr que le solaire va jouer un rôle de plus en plus grand partout sur Terre et au Québec aussi. La difficulté au Québec, c'est qu'on a des prix d'électricité qui sont parmi les plus bas sur Terre et que même si le coût du solaire diminue, le solaire n'est pas au Québec particulièrement compétitif, notamment par rapport à l'éolien. Un autre enjeu du solaire au Québec, c'est que quand on a des grands besoins d'électricité au Québec, c'est l'hiver et souvent le matin et le soir, mais que le solaire va produire davantage à midi et moins l'hiver que l'été. Donc il y a des heures d'ensoleillement qui sont moindres l'hiver que l'été. Donc le solaire ne coïncide pas vraiment avec les besoins du Québec, ce qui est un autre désavantage du solaire. Mais évidemment, à terme, on a de la place pour mettre des panneaux solaires. Ça va se développer. Les coûts vont continuer à diminuer dans le solaire, donc ça va être intéressant. Mais à court terme, c'est peut-être pas le plus urgent. Devrait-on utiliser le coût social du carbone plutôt que le prix du SPED pour inciter les Québécois à réduire leur consommation? Personnellement, je serais entièrement favorable et d'accord avec une telle suggestion. Mais évidemment, augmenter le prix du carbone, ça devient un enjeu politique. C'est très difficile à faire accepter. On le voit au niveau fédéral. On a un parti politique qui martèle son désir d'abolir la taxe carbone du gouvernement fédéral. Alors, il y a en général peu d'appétit auprès des électeurs pour davantage de taxes ou davantage de taxes carbone, mais ça serait la bonne manière de faire. Et je crois que si on expliquait mieux aux citoyens les avantages de payer plus cher pour l'énergie et qu'on pouvait répartir les gains de façon plus équitable, eh bien, on pourrait faire comprendre qu'en fait, on s'enrichirait en faisant payer davantage le carbone parce que ça nous amènerait à être plus efficace, moins pollué et que ça serait en fait bien mieux pour tout le monde. Mais il faut faire un très gros effort de communication et d'éducation. Concernant le graphique de productivité énergétique industrielle, est-ce que vous corrigez pour la grande différence en intensité énergétique par secteur qui pourrait prévaloir entre les différentes juridictions? Exemple, il est possible que le Québec, le Canada, ait une distribution différente des secteurs industriels que des autres juridictions auxquelles nous nous sommes comparés. Alors, évidemment, non, ce n'est pas corrigé. Donc, ça, ce n'est pas uniquement la consommation industrielle, c'est toute la consommation d'énergie, industrielle, transport et bâtiment, et des autres petits secteurs par rapport au PIB. Et oui, la structure industrielle du Canada fait en sorte qu'on est plus énergivore et donc on a une productivité énergétique moindre. Donc, la structure industrielle explique une grande partie du différentiel. Ceci dit, quand on regarde l'Australie, l'Australie n'a pas une structure industrielle tellement différente du Canada. Et surtout, quand on regarde l'amélioration au fil des ans, pourquoi on ne s'améliore pas autant que d'autres? Donc, il y a des explications légitimes du différentiel de la productivité énergétique, mais il y a des améliorations à faire. Et notamment, l'année dernière, on avait publié un graphique équivalent, mais où on regardait sous-secteur par sous-secteur. Et on observait que sous-secteur par sous-secteur, sous-secteur industriel par sous-secteur industriel, le Canada est systématiquement dans les pays les moins productifs dans la productivité énergétique, dans tous les sous-secteurs industriels dans lesquels elle est impliquée. Donc malheureusement, c'est un constat qui tient la route même quand on regarde sous-secteur par sous-secteur. Ce qui est en fait une très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on peut s'améliorer et qu'on a une marge de manœuvre pour s'améliorer qui est en fait beaucoup plus grande que les autres pays. On va peut-être prendre une dernière question parce qu'il va falloir s'arrêter à midi par la suite. Oui, effectivement, il n'arrête pas de s'ajouter. En tout cas, ça montre qu'il y a une volonté pour avoir des discussions et on espère qu'on pourra avoir
des événements, en tout cas pour continuer à parler de ces enjeux-là. Mais il y a quelqu'un qui demande, évidemment, est-ce que les perspectives liées à l'énergie nucléaire seront discutées finalement? Mais je pourrais déjà dire que depuis plusieurs années, on mentionne que l'énergie nucléaire faisait partie du mix, mais que depuis, je pense que c'est 2012, 2015, 2012, pardon, ça a été décommissionné. Mais là, on a mentionné cette année quand on a préparé le rapport, que c'était en train d'être reconsidéré sans aller plus loin. Peut-être que l'année prochaine, les choses vont évoluer et puis qu'à ce moment-là, on va avoir d'autres choses à ajouter. Mais pour ce qui est du portrait jusqu'à présent, puis quand on l'a finalisé, le rapport, on ne savait même pas que ça allait encore être une option. Mais en tout cas, l'état de l'énergie au Québec regarde ce qui se passe aujourd'hui au Oui. Québec et on a quelques perspectives, mais le nucléaire ne fait pas partie des perspectives à court terme. Ça, c'est évident que d'ici les 10 prochaines années, même si on voulait vraiment, le temps de construction est beaucoup trop grand. Mais il n'y a rien de décidé. Hydro-Québec Ouais. n'a fait que regarder de loin cette option-là. En ce qui me concerne, je vous remercie tous de votre assistance et je vous invite à lire l'état de l'énergie au Québec cette année et dans les années à venir. Merci beaucoup.